Bonjour, le mois d'octobre 2019 aura été assez calme côté lancement, seulement 5, mais pas du côté de la Station Spatiale Internationale. Voici avec retard ma sélection des actualités spatiales du mois d'octobre. 5, 4, 3, 2, 1, top. On commence avec la Station Spatiale Internationale car il y a eu pas mal d'activités à bord en dehors des expériences scientifiques quotidiennes. En effet, mercredi 2 octobre, c'était le changement de commandant à bord. Luca Parmitano a remplacé Alexei Ovechkin dans ce rôle. Il devient ainsi le 3e Européen à devenir commandant de l'ISS, le premier Italien. Puis le jeudi 3 octobre, c'est le vaisseau Soyouz MS-12 qui s'est désamarré de l'ISS avec à son bord Alexei Ovechkin, Nick Hague et Asa Ali Al-Mansouri. Ce dernier, le premier astronaute des Émirats Arabes Unis, ne sera resté que 8 jours à bord de l'ISS. Il a pris le siège retour de Christina Koch, l'américaine qui voit sa mission dans l'ISS prolongée jusqu'en février 2020. Les deux autres astronautes auront passé 203 jours dans l'espace. Nick Hague aura effectué 2 sorties spatiales pendant sa mission et Alexei une. On continue avec l'ISS et avec 3 sorties spatiales effectuées pendant le mois. Les 2 premières ont été réalisées par les astronautes américains Christina Koch et Andrew Morgan le dimanche 6 et le vendredi 11 octobre. Les 2 EVA pour Extravehicular Activity ont duré respectivement 7h01 et 6h45. À la fin de ces 2 EVA, les astronautes avaient retiré 6 batteries d'ancienne génération nickel-hydrogène et installé 3 batteries lithium-ion en remplacement. Pour plus de détails sur ces activités, allez voir l'article du blog dont le lien est dans la description. Par contre, la suite du planning ne s'est pas passée comme prévu initialement par la NASA. En effet, au terme de la dernière sortie, l'un des 3 équipements en lien avec les batteries, qui avait été éteint avant les sorties spatiales, n'a pas pu être allumé. L'équipement défaillant devait être remplacé. En conséquence, la NASA a modifié le planning des prochaines sorties et les astronautes prévus lors de la 3e EVA. Initialement prévue pour plus tard, la sortie dans l'espace 100% féminine a eu lieu finalement le vendredi 18 octobre. Christina Koch et Jessica Meir ont effectué une EVA de 7h17. Elles ont remplacé l'équipement défectueux, heureusement il y avait un équipement de rechange disponible, et ont aussi effectué des tâches secondaires comme l'installation d'une poutre sur le module Columbus en vue de la fixation de la nouvelle plateforme de charge utile externe Bartolomeo de l'ESA, dont le lancement est prévu en 2020. C'était donc la première sortie spatiale uniquement composée de femmes de l'histoire spatiale. 35 ans après la première marche dans l'espace d'une femme, la russe Svetlana Savitskaya en 1984. Christina Koch et Jessica Meir sont en fait les 14e et 15e femmes à réaliser une sortie spatiale. D'autres sorties spatiales américaines sont prévues à l'ISS d'ici la fin de l'année. L'astronaute européen Luca Parmitano devrait réaliser une partie à partir du mois de novembre, d'ailleurs la prochaine est le 15 novembre, pour la réparation d'une expérience scientifique à l'extérieur de l'ISS. Vendredi 4 octobre, une longue marche 4C a mis sur orbite à environ 613 km d'altitude le satellite d'observation Gaofen 10. Selon les médias chinois, le satellite disposerait d'un système d'imagerie de résolution de moins de 1 mètre. Il pourrait s'agir d'un satellite remplaçant le satellite détruit lors de l'échec d'une longue marche 4C en août 2016. Mercredi 9 octobre, le satellite Eutelsat 5 West B a été lancé avec succès par une fusée Proton opérée par International Launch Services. La séparation du satellite s'est produite après un peu plus de 15 heures de vol. Après de nouvelles manœuvres et des tests en orbite, Eutelsat 5 West B devrait remplacer le satellite Eutelsat 5 West A pour assurer la retransmission de plus de 300 chaînes de télévision, dont celle de la TNT haute définition française. Mais en fait, tout va bien, car Eutelsat a annoncé qu'il y avait un problème avec l'un des 2 panneaux solaires du satellite peu de temps après qu'il ait atteint l'orbite géostationnaire. Eutelsat 5 West B embarquait la charge utile Geo 3 du service européen de navigation par recouvrement géostationnaire EGNOS. Les signaux EGNOS fournissent des données de navigation supplémentaires, par exemple que les pilotes d'avion peuvent utiliser pendant les étapes de vol critiques, telles que l'approche finale et l'atterrissage. Une autre charge utile était aussi à bord du Proton, MEV-1,
pour Mission Extension Vehicle, fabriqué par l'ancienne Orbital ATK, devenue Northrop Grumman. Il s'agit du premier satellite commercial de maintenance en orbite. Grâce à sa propulsion électrique, il devrait rejoindre fin janvier 2020 le satellite Intelsat 901 lancé en 2001 en orbite géostationnaire, s'y amarré pendant 5 ans pour assurer son maintien à poste et ainsi prolonger sa durée de vie. Conçu pour durer 15 ans, le MEV pourrait être ensuite utilisé pour d'autres satellites en fin de vie. Un second MEV est actuellement en construction et devrait être lancé mi-2020 pour rejoindre un autre satellite de la flotte d'Intelsat. Ce lancement Proton était l'un des derniers du lanceur historique, qui avait notamment servi à mettre sur orbite les vaisseaux lunaires Zond, les stations Salyut ainsi que les modules de la station Mir ou certains modules de l'ISS. En effet, la Russie va mettre fin à la production d'ici 2021. Il n'est prévu de fabriquer plus que 11 Protons. Après de multiples reports depuis 2017, le satellite ICON pour Ionospheric Connection Explorer a été mis enfin sur orbite par une fusée Pegasus XL, lâchée par son avion porteur Stargazer au large des côtes de Floride. C'est la 44e mission d'un Pegasus XL en 30 ans, mais seulement la 4e au cours de la dernière décennie. Conçu spécifiquement pour lancer des petits satellites, Pegasus XL peine à remplir son carnet de commandes malgré une forte demande, probablement à cause d'un coût trop élevé face à la concurrence de SpaceX et de Rocket Lab. ICON va étudier en orbite terrestre basse vers 580 km d'altitude les liens entre l'atmosphère proche de la surface terrestre et l'ionosphère, la partie haute de l'atmosphère chargée électriquement. Des études ont montré que l'ionosphère est à la fois perturbée par le vent solaire mais aussi par les phénomènes météorologiques terrestres comme les orages. Ces perturbations entraînent des distorsions, voire des perturbations des signaux de communication avec les satellites par exemple, et dans les cas extrêmes, provoquer des pannes de courant au sol. ICON est équipé de 4 instruments scientifiques, un interféromètre, un compteur de dérive d'ions et de 2 imageurs ultraviolets. Une fusée Electron de Rocket Lab a lancé un seul satellite le mercredi 16 octobre. Le CubeSat 16U d'Astro Digital a pour nom Palisade. Il s'est séparé 71 minutes après le décollage pour se placer sur une orbite polaire à une altitude supérieure à 1000 km. Cette altitude est 2 fois plus élevée que les lancements précédents d'Electron. Palisade testera un système de propulsion sur CubeSat et les systèmes de communication de prochaine génération ainsi que des logiciels de contrôle de vol tiers. Rocket Lab avait nommé cette mission As the Crow Flies, un clin d'œil à la plateforme Corvus qui équipe les satellites d'Astro Digital, dont Palisade. Corvus est un genre d'oiseau qui comprend les corbeaux. C'était le 9e lancement Electron à ce jour et le 5e cette année. Rocket Lab essaye d'augmenter la fréquence de ses lancements. En tout cas, nous avons eu le droit à de belles images avec la caméra embarquée. Jeudi 17 octobre, une longue marche 3B a lancé avec succès un satellite vers l'orbite géostationnaire. Le satellite TJS-4 testera des technologies de communication dans l'espace selon la Société chinoise des sciences et technologies aérospatiales ou CASC. Mais selon certains experts, il pourrait avoir été conçu pour des missions militaires comme recueillir des informations grâce à des signaux radio ou électroniques. On n'en sait pas plus. Le 27 octobre, c'est la mini-navette automatique X-37B de l'US Air Force qui est revenue sur Terre après 780 jours sur orbite. L'avion spatial sans pilote avait décollé le 7 septembre 2017 pour sa 5e mission appelée OTV pour Orbital Test Vehicle à bord d'une Falcon 9. Il bat ainsi le record d'OTV4 avec 718 jours dans l'espace. Peu de détails sur cette mission OTV5 comme pour les missions précédentes. Plus de détails sur le X-37B dans l'article dont le lien est dans la description. On continue avec quelques annonces, notamment la NASA qui a présenté le 15 octobre les scaphandres qui devraient équiper les astronautes des futures missions lunaires Artemis, un scaphandre pour les sorties extravéhiculaires sur le sol lunaire XAMU, pour Exploration Extravehicular Mobility Unit et un scaphandre pour les phases de vol dynamique dans le module Orion, la combinaison Orion Crew Survival System. On notera les couleurs très américaines du scaphandre linéaire, on aime ou pas.
De son côté, l'entreprise Virgin Galactic a aussi présenté les combinaisons de vol que devraient revêtir les passagers de son avion spatial Spaceship Two. Après des années de retard, il semblerait donc que les vols habités commerciaux soient bientôt à l'ordre du jour pour l'entreprise de Richard Branson. Le dernier vol d'essai remonte tout de même à février dernier. À suivre. Je termine ce résumé de l'actualité spatiale d'octobre 2019 avec un hommage à Alexei Leonov, le premier marcheur dans l'espace. Il est décédé le 11 octobre à l'âge de 85 ans. Retrouvez mon hommage dans l'article du blog dont le lien est dans la description. Voilà, ce n'est qu'un résumé partiel de tout ce qui se passe dans l'actualité spatiale par mois. J'espère que ça vous a plu quand même. Si c'est le cas, mettez des pouces levés. Vous pouvez aussi poser des questions, mettre des commentaires et surtout partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de continuer de rêver.